Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur Vicat au mois de mars 2022. D'accord. Et dans cette vidéo-là, je l'ai revue en date d'aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que c'est une entreprise qu'on me demande énormément d'analyser à nouveau, surtout au niveau des résultats. Vous savez que j'ai commencé une série où j'analyse les résultats d'une entreprise ici. Mais présentement, je n'ai juste pas assez de temps. Donc, les vacances sont terminées. Donc, je fais de moins en moins de vidéos, même si vous avez l'impression que je fais des vidéos tous les jours, mais c'est moins que ce que je pourrais faire si j'ai du temps tous les jours. D'accord? Donc, en espérant que dans le futur, on ait énormément de temps, je pourrais balancer des dizaines de vidéos par jour. Ça, c'est possible. Mais aujourd'hui, je ne peux juste pas le faire. Mais donc, je reviens sur Vicat. Donc, présentement, Vicat, c'est une entreprise qui est intéressante du point de vue statistique. D'accord? Si vous allez regarder, elle distribue un dividende de 6%. Généralement, c'est le dividende qui attire les gens avec le PER. Ils se posent la question, est-ce que c'est durable? Est-ce que je devrais y investir présentement? Donc, quand je regarde ma vidéo sur V4 ici, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas comment j'ai pu donner ce genre d'informations. Dans le sens où, dans la vidéo, en fait, j'avais l'habitude de vous dire ceci. Moi, j'ai une préférence pour 20 fois les bénéfices. Je ne peux pas assumer ça aujourd'hui. Je ne peux pas. Et je me demande même comment j'ai fait pour assumer cela en date du 10 du mois de mars. Donc la vidéo sur V4 du 10 du mois de mars, franchement, elle n'a pas été mal faite, mais je ne prendrai pas 20 fois les bénéfices pour une compagnie qui exerce dans le secteur, le secteur de la cimenterie. Non, pas du tout. Non seulement parce que ses clients c'est une industrie qui est cyclique, d'accord? Donc pendant une période, on peut gagner énormément d'argent, mais à un moment donné, il y aura un ralentissement. OK? Donc, les marges, les informations que j'avais prises ici sur la vidéo, on avait pris des marges de 6%. Donc, des marges de 6% par rapport au free cash flow par là, etc. Tout en ayant des PER entre 15, 17 et 20. Et on avait vérifié ici que les PER moyens sont aux alentours de 12,90, donc aux alentours de 13 fois les bénéfices. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais, avec une dette nette aux alentours de 1,4 milliard, aujourd'hui, donc, quelques mois plus tard, l'entreprise a publié ses résultats financiers. OK? Et on va essayer de regarder déjà ces résultats financiers-là et on va essayer d'ajuster la valeur de cette compagnie. OK? Donc, les résultats en eux-mêmes, ici, vous allez constater une chose. Je vous fais un résumé rapide. Donc, ces résultats-là, en fait, les revenus ont augmenté. Et ils ont augmenté pour une seule raison, parce que l'entreprise charge plus pour ses produits. Mais elle charge plus pour ses produits, pas parce que elle a un pricing power, mais c'est parce qu'elle n'a vraiment pas le choix pour au moins garantir ses marges. Donc, au premier trimestre 2021, elle avait 1,5 milliard. Au premier trimestre 2022, elle a 1,750 milliard. D'accord? Mais les marges ont diminué de 4%. Vous augmentez les prix, mais les marges diminuent. Ça veut dire que la différence est partie est partie au niveau des coûts, et notamment les coûts liés à l'inflation de la matière première. Il faut savoir qu'une cimenterie utilise la matière première. Une cimenterie également utilise énormément d'énergie. OK? Donc, vous pouvez constater ici que les bidas, les prix ont augmenté, mais l'inflation des matériaux, etc., a fait à ce que le prix, voilà, qu'on ne voit pas cet impact-là au niveau des marges de l'entreprise. Donc, à tout casser en termes de chiffres, voilà, ces chiffres-là peuvent s'expliquer par rapport à la conjoncture actuelle. Maintenant, est-ce que c'est durable ou pas? On peut se dire que c'est vraiment pas durable. D'accord? Il vous dit strong price increase almost fully offsetting cost inflation. Donc, c'est par rapport à l'inflation des coûts, d'accord, a eu un impact négatif sur l'augmentation de ces prix-là. OK? Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc, je vous encourage déjà à lire ces rapports financiers-là. Alors, quelle information qu'on pourrait avoir également ici? L'information par rapport au niveau d'endettement. D'accord? Le niveau d'endettement est de 1,671 milliard ici. Donc, soit 200 millions de plus que ce qu'on avait sur cette vidéo-ci. OK? 250 millions de plus. Ce 250 millions de plus-là a un impact. Si vous prenez 250 millions divisé par 44 millions d'actions, 250 millions divisé par 44 millions d'actions, ça vous donne ici à peu près 5,70 $, à peu près 5,70 € de différent. D'accord? Donc, sur ce prix-ci, faites moins 5,70 €. Si on fait, disons, moins 6 € ici, ça fait 24 $ l'action, à 15 fois les bénéfices. À 17 fois les bénéfices, ça va me donner ici à peu près 33 $ l'action. Et à 20 fois les bénéfices, que je ne peux pas assumer aujourd'hui, ça me donnait à peu près 46 $ l'action. 46 € l'action. OK?
Donc, également, la marge qui a été prise ici, 6%, c'est, à mon avis, c'est un peu trop élevé parce que je l'avais fait ici à vue d'œil. C'est pas qu'elle ne peut pas atteindre des marges de 6%, mais voilà. On va utiliser Coifin aujourd'hui. OK? Premièrement, en ce niveau, on commence avec le revenu. Le revenu actuel est élevé. D'accord? Il est élevé parce qu'on on a augmenté les prix pour pouvoir essayer de se protéger au maximum par rapport à l'inflation. OK, du coût des matières premières. Donc, le revenu actuel, la question est de savoir, est-ce que ce revenu-là est durable? Franchement, je dirais que à long terme, il est durable. D'accord? À court terme, non. OK? Donc, quel est le revenu que je pourrais bien prendre ici? En admettant que le revenu de 3 milliards 300, d'accord, en date d'aujourd'hui, 3 milliards 320 soit durable. Ça veut dire que si je prends ça comme hypothèse, je devrais m'attendre à ce qu'on ait une variation à la baisse comme ici, d'accord? Mais avec de grandes chances que le revenu, la croissance puisse continuer, parce que c'est une entreprise qui est littéralement en croissance. Hein. Vous pouvez regarder ici, la croissance est d'un certain pourcentage sur les dernières années, mais croissance est là, ok? Donc, je peux prendre ici, par exemple, au niveau de la croissance du prix ici, on va mettre ça. On va mettre revenue, compound sur les dernières années ici. Et je prends à peu près la marge, je prends à peu près la médiane. OK. Donc, sur les 20 dernières années, on a une croissance des revenus de 2,65%. Sur les 5 dernières années, on a 4,35%. Sur les 10 dernières années, on a 2,42%. 2%, voilà. Donc, il y a une légère croissance. Donc, on peut se dire que le 3 milliards 320 ici peut être durable. Donc, je vais prendre ici 3 milliards 320. OK? Croissance des revenus ici, on va mettre 0. Donc, on veut le 3 milliards 320 au moins sur les 5 prochaines années. Au moins. D'accord? Minimum. D'accord? Maintenant, au niveau des free cash flow. Les free cash flow ici et les bénéfices nets ont tendance à être similaires. OK? Et je vous ai dit ici que c'est une entreprise qui est présentement en train de dépenser énormément. On va y revenir. Premièrement, quand je prends ici les marges des free cash flow ici, donc les marges nettes ici, donc normalisé, net margin ici normalisé. Donc c'est net, vous voyez normalize, net income, mais voilà, on va le dire ici qu'on peut le comparer ici au free cash flow. D'accord? Donc ici, vous constatez qu'on a des normalized net income aux alentours de 4,90% ici sur les dernières années. Donc quand je prends ici, voilà, je prends juste, est-ce que le normalized net income ici, alors je prends la moyenne, d'accord, et je prends une déviation standard plus 1. Donc on va prendre ça ici, voilà. Donc quand je prends à peu près les 20 dernières années, on a à peu près une moyenne aux alentours de 6,74%. Sur les 10 dernières années, on a à peu près une moyenne aux alentours de 4,78% avec une déviation standard niveau 1 à 5,32%. OK? Donc, quand je prends à peu près aux alentours, quand je prends les 5 dernières années, on a à peu près une moyenne à 4,90% avec une déviation standard à 5,62%. Il faut également voir que Vicat également ici a les marges les moins élevées du marché. Parce que si vous comparez par exemple à Holcim, qui est une entreprise qui fait à peu près la même chose. Hein. Vous voyez que Holcim, la moyenne d'Holcim ici, Holcim, où est la mine? 4,43% sur les dernières années pour Holcim, d'accord? Alors, on est à peu près au même niveau. Mais si on prend sur les 10 dernières années, on est à peu près à combien ici? Holcim, c'est même 3,36%. Donc, si je prends Holcim ici, je pense que c'est... Soit ce sont les marges de... Attendez, je pense que ce sont les marges nettes ici que j'avais vues. Donc, net margin, parce que là, j'avais pris les normalize. Donc, je prends ici les net margin. OK. Donc, on va mettre net margin ici. Voilà, on va mettre Holcim. Voilà, net margin. On va prendre ça en pourcentage. Je prends la médiane plutôt. Plus facile pour moi. Et... ici, on va prendre la médiane également à ce niveau pour Vicat. On prend la médiane. Voilà. OK. Donc, sur les à peu près depuis le début, sur les 20 dernières années, on va le faire comme ça. Sur les 20 dernières années, la médiane pour Holcim, c'est 6,49% et pour Vicat, c'est 6,54%. OK? Sur les 5 dernières années, la médiane pour Holcim, c'est 7,42% et pour
VCAT, c'est aux alentours de 5,62%. Ça, c'est le net margin. Donc, c'est pas... Donc, je pense que le normalized net margin ici doit prendre en considération certains éléments dont je n'ai pas connaissance présentement. Il faudrait même aller regarder ça ici. Donc, qu'est-ce qu'il prend en considération? OK, ça prend enseignement, ça enlève, ça prend en partie les bénéfices exceptionnels, ce genre de choses-là. Donc, dans le net income, ici, il peut avoir des bénéfices exceptionnels. Donc, faites attention à ça. Peut-être si on a des investissements dans d'autres entreprises qui nous payent des dividendes, peut-être par rapport à la comptabilité, ici, on va reconnaître ces dividendes-là comme des bénéfices ici. Donc, il faut faire attention, ça prend vraiment avec des pincettes. Donc, on va faire simple. On va prendre des marges ici de 5,5%. OK? C'est une entreprise qui, vous pouvez aller regarder pour avoir des marges de 5,5% ici. 5,5%. OK, donc j'ajuste. Dernièrement, j'avais dit 6%, mais je peux faire ajuster ici à 5,5%. Les PER ici, je vais les prendre entre 10, 15 et 17. OK, avec une préférence ici pour 15 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que je prends les marges de 15 fois les bénéfices ici? Quand vous regardez des PER ici, donc vous allez voir ici que les PER en eux-mêmes ici ont tendance à être au niveau de combien? On va le prendre. Ici, je mets la médiane. Donc, enfin, je prends la moyenne. Ça ne dérange même pas la moyenne. Donc, avec une déviation standard niveau 1 et moins 1. Donc, sur les 10 dernières années, la moyenne est de 16 fois les bénéfices. D'accord? Le maximum moyen est de 21 fois les bénéfices et le minimum est aux alentours de... Enfin, le minimum moyen aux alentours de 10 fois les bénéfices. Donc, 10, 15, 17, on est dans la tendance. OK? Donc, ça, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la dette nette. L'entreprise nous a donné le niveau d'endettement net ici de 1,6 milliard, 1,650 milliard par là, je pense bien. Donc, on va revenir sur la compagnie ici. 1,671 milliard. OK? Donc, soyez concentrés parce que je vais le prendre en une seule fois. Donc, il y a une différence ici. Quand je prends VCAT par rapport en date d'aujourd'hui, vous voyez qu'il vous donne une information à 1,835 milliard. Donc, si je prends ici le différentiel, ici 1,671 milliard moins 1,835 milliard. Donc, il y a une différence de combien? À peu près 165 millions, divisé ici par 44,3. 44 millions 300 le nombre d'actions. Donc, on est ici à peu près un différentiel de 3,72 €. OK, n'oubliez pas. Donc, dans tous les calculs qu'on va faire ici, on va faire plus 3,72 €. OK, donc 10, 15, 17 fois les bénéfices. OK, j'ai un revenu de 3 milliards 320. 3 milliards 320. Quand on prend ici à peu près 5,55 fois, enfin 5,55%, 5,5, 5,5, 5,5%, 5,55. Prenez-le comme ça. Ça prend à peu près ici 184 millions ici. D'accord? Donc, non, je vais prendre ici 332, excusez-moi. Je le mets ici. 3,20 multiplié par 0,055. Ça me donne ici 183, donc 182,6, je vais mettre 183. Donc, je mets ici 1,83. OK? Ici, je mets 1,83. OK? Est-ce que par rapport à ce qu'on avait ici, est-ce qu'on a justement... Oui, voilà, c'est pas grand-chose, hein, mais 3 millions de différence, c'est pas grand-chose. Mais ça a son importance. OK? Alors, on revient sur le calcul. À 10 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on est ici aux alentours de 0. Donc, ça dit que l'entreprise appartient à ses créanciers. D'accord? Si j'enlève maintenant, si j'ajuste par rapport au niveau d'endettement moyen ici, donc on a à peu près 3,72 € ici. Si je prends à 15 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on est à peu près à 20 € ici. Donc, si j'enlève, si j'ajoute le 3,72 € de différentiel, ça fait à peu près ici 24 € valeur. Et à 17 fois les bénéfices, d'accord, on est à 28 € ici, donc disons 29 €. Si j'ajoute le différentiel de valeur ici par rapport à l'ajustement de la dette nette ici, on est aux alentours à peu près de, donc 29, à peu près aux alentours de 32, 33 € l'action. OK? 32, 33 € l'action. OK? Donc, par rapport au prix actuel, le jour, quand j'ai fait la première vidéo ici, je pense qu'on était aux alentours de 31. Donc, voilà, c'est pas ça ne dérange pas. Dans le sens où, en fait, quand vous allez regarder autrement, en prenant en considération le dividende de l'entreprise, vous allez voir que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. On ne s'attend pas à un prix exceptionnellement élevé. Même à 27, entre 27 et 31, l'entreprise est correctement évaluée. D'accord? Là, même quand elle ajoute le niveau d'endettement, quand elle prend un moment de... Quand elle ajoute une dette supplémentaire de 200 millions ici, oui, ça a un impact négatif, mais on se dit que le prix actuel ne dérange pas juste à cause d'une seule chose, à cause du dividende.
OK? Et on va y revenir. Donc, quand je prends en considération même ce dividende-là, d'accord? Donc, aujourd'hui, premièrement, le prix, la valeur de cette entreprise sera, personnellement, je suis plus à l'aise à dire qu'on peut être aux alentours des 24 euros par là. D'accord? 24 euros. Donc, on va se dire ici qu'on est correctement évalué. D'accord? C'est pas une aubaine waouh. D'accord? Tout simplement parce que c'est un business difficile. Enfin, pas difficile, mais c'est un business cyclique. Il y a énormément d'investissements à court terme ici. Donc, vous allez voir qu'en date d'aujourd'hui, elle investit massivement, surtout donc, quand je prends le CAPEX ici par rapport aux revenus, donc le capital expenditure par rapport aux revenus. Si vous vous rendez compte que sa dépense en capital est plus élevée que la moyenne. La moyenne de sa dépense en capital est légèrement de 10% ici. Vous voyez qu'en date d'aujourd'hui, on est à 11%. Ça peut sembler petit, 11%, mais ce 1% là a son intérêt parce que 1%, disons même 12% ici, c'est à peu 2% de différence ici, c'est à peu près aux alentours de, ça va toucher vers dans les 60 millions par là. Donc, d'accord, ça 60 millions d'euros par là et c'est beaucoup pour cette entreprise ici. Donc, si on considère que le niveau dans la dépense en capital ici est élevé, et ça, c'est de manière temporaire, hein, parce qu'elle est en train de construire une nouvelle usine aux États-Unis. Elle augmente la capacité, par exemple, au Sénégal, des choses comme ça. Donc, elle est présentement en train de dépenser énormément de capital. Sinon, en moyen, le plus bas niveau, c'est aux alentours de 7% par là. OK? Donc, quand on vient au niveau du dividende, nous avons une entreprise ici qui génère des free cash flow. D'accord? Elle génère des free cash flow ici aux alentours de, voilà, en moyenne. Je prends les free cash flow, je ne prends pas les bénéfices nets ici. Donc, j'aurais pu prendre les bénéfices nets parce qu'ils ont tendance à être l'équivalent des free cash flow, mais également vu qu'elles vendent à crédit, etc. Donc, je préfère prendre les free cash flow pour me protéger. OK? Donc, les free cash flow moyens pour cette compagnie-ci, sur les dernières années, je prends la moyenne, d'accord, sont à peu près de 119 millions. Donc, sur les 10 dernières années, on a des free cash flow moyens de 143 millions. Et sur les 5 dernières années, des free cash flow moyens de 145 millions. Vous voyez ici que la période actuelle est exceptionnelle. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'accord? Donc, et à chaque fois que ça arrive à ce niveau-ci, vous allez voir que le prix de l'action est généralement à peu près, voilà, le prix de l'action est en berne. Donc, on a un creux ici des free cash flow. Vous remarquez que le prix de l'action en berne. Creux des free cash flow, le prix de l'action en berne. À peu près ici, creux des free cash flow, le prix de l'action en berne. Il n'y a qu'à ce niveau-ci. Ça, c'est la période du Covid ici. D'accord? Il n'y a pas eu de creux, mais on s'est rattrapé rapidement ici avec un creux. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise est cyclique. Vous pouvez le voir ici. Donc, quand les bénéfices baissent, etc., le prix de l'action a tendance également à baisser. Donc, c'est à ce niveau-là que l'entreprise représente une opportunité d'investissement. D'accord? Donc, quand je viens au niveau des free cash flow ici par rapport aux dividendes, donc on regarde ici le dividende qui est payé, on constate que nous avons une entreprise ici, d'accord, qui paye à peu près un dividende en moyenne. En moyenne, si on paye un dividende de combien? On paye un dividende moyen à peu près aux alentours de 65 millions, la moyenne du paiement de dividende ici. Donc, on génère 143 millions de free cash flow. On paye une moyenne de dividende à peu près de 77 millions sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on paye combien? 73 millions. Donc, à peu près 70 millions par là en termes de dividendes, d'accord, en moyenne versée. Et on génère à peu près des free cash flow aux alentours de 140, 145 millions en moyenne. Donc, elle a les moyens de payer ce dividende-là. C'est peut-être pas aujourd'hui, parce que la période actuelle, pour payer ce dividende-là, est sans dette. D'accord? Même si vous prenez en considération le net income, pour la période actuelle, elle s'endette pour payer ce dividende-là. Est-ce que c'est judicieux de garder un dividende pareil alors que la période est difficile? Je dirais oui, si c'est temporaire. Non, si c'est durable. Maintenant, il faut savoir, est-ce que la conjoncture est durable ou temporaire? Ça, c'est une grosse question. Mais ici, je pense que voilà, c'est une entreprise qui a toujours été bien gérée. Est-ce qu'elle a du cash net ici? Donc, je vais essayer de regarder, est-ce qu'elle a assez de cash? Cash, pas juste le free cash flow, hein, parce qu'ici, il n'y a pas de free cash flow. Je vais voir le niveau de cash présentement dans les caisses. Cash from operation, cash acquisition, cash and cash. OK. Cash est équivalent de cash. Elle a à peu près 400 millions ici en cash et elle paye 70 millions de dividendes. Elle peut payer le dividende ici au moins sur les 5 prochaines années, elle peut le payer. Donc, exactement. Et également, ce cash-là sert généralement à repayer la dette, etc. Donc, le bilan est assez correct. Son bilan est assez solide présentement, du moins temporairement, à court terme. OK? Donc,
Pour la valorisation du VCAT, je dirais une chose, c'est que voilà, je vais faire un rétro-pédalage, mais assez justifié. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vous mentionne toujours, lisez vos rapports financiers. OK? Donc ici, le PER que je choisis peut me pousser à penser que la valeur est plus élevée. Donc, il faut faire attention au PER. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'industrie. Parce que quand je regarde ici aux alentours, combien est-ce que c'est négocié une compagnie qui exerce dans ce segment d'activité, ici, j'ai des compagnies avec lesquelles je pourrais comparer cette compagnie-ci. Donc, Holcim, Heidelberg, c'est Buzy, Unicem, je ne connais même pas ces entreprises-là. On a même Imerys, qui est une belle entreprise que j'ai analysée ici, qui pourrait même représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Je ne sais même pas si Imerys est exactement un concurrent à cette compagnie-ci, ça m'étonnerait. Mais dans tous les cas de figure ici, vous voyez que les PER ont tendance en moyenne à être aux alentours de 15 fois les bénéfices quand on est à des niveaux élevés. D'accord? On est très souvent entre 10 et 15 fois les bénéfices. Donc ça, c'est le niveau vraiment élevé. Ça, c'est quand le cycle est haut qu'on paie qu'à 15 fois les bénéfices quand tout se passe bien. Donc ici, en date d'aujourd'hui, je dirais que le cycle est bas. D'accord? Si on se négociait à 15 fois les bénéfices ici, au mieux, on pourrait avoir une valorisation aux alentours de 183, aux alentours de 24 euros l'action. Donc, on va se dire que le prix actuel est correct. C'est également par rapport au niveau d'endettement. Mais il faut rappeler également une chose, le marché a tendance à ne pas prendre en considération la dette. OK? Donc, si ce marché-là paye ne serait-ce que même 10 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, ça va me donner une valorisation de 1,830 milliard. 1,830 divisé ici par le nombre d'actions qui est de 44 millions, je prends simple, ça donne ici une valorisation aux alentours de 41 euros l'action. D'accord? Donc, moi, je prends toujours en considération la dette parce que je veux me protéger au maximum. Donc, c'est pour ça que je dis ici, on n'a pas une opportunité d'investissement extraordinaire. En cas de spéculation, le prix actuel est juste correct, d'accord? Donc, je dirais le prix actuel est correct. Il n'est pas sous-évalué ni sous-évalué. Que ce soit 31 euros, que ce soit 27 euros, ce prix-là est juste correct. Maintenant, on pourrait également l'évaluer d'une autre façon, en prenant en considération la valeur des actifs tangibles par action, et c'est par là qu'on va terminer. Donc, les actifs tangibles par action ici, donc le prix tangible book value per share, donc la moyenne ici est de combien? Donc, ici, si on prend l'entreprise, on la ferme totalement, d'accord, et qu'on vend tous les actifs ici, entre parenthèses, à leur juste valeur dans le livre, enfin, par rapport à ce qui est écrit dans les comptes ici. On va se dire que nous avons ici une entreprise, la valorisation, le book value de l'entreprise ici, dont le tangible book value de l'entreprise en date d'aujourd'hui est aux alentours de combien? Aux alentours de 1,2 milliard. Donc l'entreprise se négocie ici à la valeur de ses actifs tangibles par action. D'accord? Donc c'est-à-dire que si on ferme totalement cette entreprise, on vend tous les actifs, vous allez récupérer 1,2 milliard. D'accord? On ne regarde pas la partie opérationnelle qui rapporte de l'argent. Je dis bien, on ferme tout, on vend. On rembourse la dette, vous aurez 1,2 milliard au total. Donc, en achetant l'entreprise au prix de ses actifs ici, vous l'achetez c'est un excellent deal. En moyenne, ici, elle s'échange à peu près à 2 fois les actifs tangibles par action. Et ces actifs tangibles par action ont tendance à rester aux alentours de 1,2 milliard par là. OK? Donc, le prix actuel est protégé par rapport à la valeur des actifs tangibles par action. D'accord? Et vous voyez que ces actifs tangibles par action ont tendance à rester stables dans le temps. Idéalement, le marché paye en moyenne 2 fois les actifs tangibles par action pour cette entreprise. Je dis bien en moyenne. Bon, enfin, on va regarder sur les 10 dernières années, le marché paye 2 fois. Sur les 5 dernières années, en moyenne, le marché paye également 2 fois, 1,90. Donc, moi, je vous dirais, même si le marché paye 1,5 fois les actifs tangibles par action, on aurait une valorisation de combien ici? D'accord? Si on fait ici fois 1,5, on aurait une valorisation aux alentours de 1,8 milliard. Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, ça donnerait un prix aux alentours de 41 euros. C'est pour ça que je vous dis que le prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée si on prend en considération la dette. Le dividende ici, il est safe. L'entreprise a essentiellement énormément de cash ici aujourd'hui pour payer au moins un dividende de 70 millions sur les 5 prochaines années. Présentement, il y a des investissements en cours. Présentement, la situation, la période actuelle est difficile, mais l'entreprise a les moyens de survivre. Elle a la capacité de souffrir. Elle pourrait également couper ce dividende-là, mais il sera temporaire. Est-ce que VCAT va disparaître du jour au lendemain? Je dirais non. Donc, je pense que j'ai assez parlé pour VCAT. J'ai essayé de faire un tour d'horizon complet. Donc, la vidéo actuelle est plus actuelle est actualisée par rapport à celle qu'on avait précédemment, mais n'hésitez pas également à écouter celle que j'avais sortie précédemment ici parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, par exemple. OK?
Donc, on ne s'est pas énormément trompé, mais il faut juste choisir le bon multiple. OK? Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'en prenant en considération un multiple de 15 fois les bénéfices, on est plus au niveau de la moyenne connue sur une longue période de temps. OK? 20 fois les bénéfices pour une compagnie pareille, c'est très prétentieux. C'est comme si une compagnie automobile, vous allez prendre 20 fois les bénéfices. Non, 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 non. Ici, 15 fois les bénéfices, je suis allé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris 20 fois de bénéfices. Je pense que je n'avais pas assez bien mangé ce matin-là. D'accord? Ou bien je devais être énervé, je ne sais pas quoi. Mais ça pourrait m'arriver également. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Si vous remarquez également qu'il y a des vidéos où voilà, j'ai peut-être pris des multiples qui vous semblent assez élevés, faites-moi la remarque, d'accord? Je pourrais aller revoir ça ici, d'accord? Parce qu'avec toutes les vidéos que j'ai fait ici, je suis sûr et certain que ça m'est certainement arrivé sur d'autres entreprises également. Sachez que je n'investis pas sur toutes ces entreprises-là, d'accord? Et voilà, c'est parfois des demandes populaires, des demandes ici. Et je me force au maximum à pouvoir analyser l'entreprise comme si je voulais moi-même l'acheter, ok? Et je suis mal à l'aise à payer 20 fois les bénéfices pour une entreprise comme Vicat. 15 fois, c'est le maximum. Et je vous ai montré également que si on prend en considération la valeur des actifs, nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Le prix est correct, mais ça pourrait également représenter une opportunité d'investissement au prix actuel parce que ça prend en considération la dette. Or, le marché ne prend jamais en considération la dette quand il fait l'évaluation de cette compagnie-ci. Et ce qui est une aubaine pour nous parce que nous sommes doublement protégés. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.